Ce programme vous est offert par Illico Cash. États généraux de la justice, l'inspecteur général de l'inspection générale de finances a appelé à la fin de l'immunité des membres du gouvernement. Révision constitutionnelle, la contestation ne fait que monter contre ce projet, détail tout à l'heure. Les élections législatives à l'île Maurice se déroulent ce dimanche sous surveillance policière dans le bureau de vote, alors que l'opposition met en garde contre un risque de fraude dans l'archipel de l'océan Indien, généralement considéré comme l'une des démocraties les plus stables d'Afrique. Tous les plaisirs est pour moi, pour vous retrouver, pour vous informer. On ouvre avec les États généraux de la justice qui sont à leur 5e journée. Plus de 3000 participants, dont en majorité des acteurs judiciaires, sont réunis pour réfléchir aux évolutions du secteur jugé malade par le président Félix Tshisekedi. Hier samedi 9 novembre, l'inspecteur général des finances a appelé à l'importante réforme, notamment à la fin de l'immunité des membres du gouvernement et la mise en place d'un parquet financier. On l'écoute. Deuxième élément que nous devons également souligner, c'est l'accompagnement timide, mitigé de la justice dans la prise en charge des dossiers de détournement de deniers publics. On peut bien aujourd'hui parler de justice malade, mais nous, en tant que service de contrôle, nous pouvons vous dire que nous avons fait des dossiers, nous sommes allés auprès de cette même justice, il y a des dossiers qui ont abouti, il y a des dossiers qui n'ont pas abouti. Alors il faut reconnaître ces efforts-là, parce que nous avions, avec nos dossiers, nous avons aujourd'hui des gens qui sont en prison. En 4 ans, l'inspection générale des finances a eu à avoir au moins 5 procès, et il y a des gens qui sont en prison. Bien sûr, il y a des dossiers qui n'ont pas abouti, mais pour les dossiers qui n'ont pas abouti, il faut aussi retenir, lorsque quelqu'un est innocenté, ce n'est pas parce que forcément il est innocent, parfois aussi, le ministère public n'a pas été capable de convaincre les juges de la culpabilité. Mais la personne n'est pas innocente en réalité. C'est aussi une réalité. Donc, vous avez été, il faut le dire, utilement accompagné dans certains dossiers qui ont fait que nous avons pu faire des avancées. Nous souhaiterions que ce soit un accompagnement beaucoup plus actif aujourd'hui. L'élément. Et le gouvernement souhaite construire 5 prisons modernes et réhabiliter des prisons existantes. Pendant ce temps, des maisons d'arrêt provisoires seront créées pour accueillir les détenus préventifs, soit 80% de prisonniers. 4 sites sont visés pour ces constructions. Ce sont des mesures prises lors du Conseil de ministres lu par la ministre de la Culture, Yolande Elébé. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a présenté une note d'information en rapport avec le projet de construction des maisons d'arrêt et des prisons dans le pays d'une part et d'autre part par le projet de construction d'une grande maison d'arrêt à Kinshasa. En effet, à la suite des instructions du président de la République reprises par la première ministre, une commission chargée de se pencher sur la construction des nouvelles prisons et maisons d'arrêt ainsi que la réhabilitation des prisons existantes a été mise en place. La commission a proposé en urgence la construction de 5 nouvelles prisons modernes et la réhabilitation des prisons actuelles. La durée des travaux pour ce faire serait de 12 à 24 mois maximum. Cependant, suivant les orientations de la première ministre, une solution urgente devrait être trouvée pour prendre en charge les détenus préventifs dont les dossiers sont en instruction devant les différents parquets. Ces détenus constituent 80% de la population carcérale. Il s'agit ici de trouver des sites pouvant de façon urgente accueillir l'érection des maisons d'arrêt provisoires. Après prospection par une commission présidée par le secrétaire général à la justice,
4 sites ont été retenus. Plusieurs personnalités issues du monde politique et de la société civile congolaise ont lancé une coalition pour le sursaut national afin de protéger la Constitution de 2006. L'initiative vise à empêcher le président Félix Tshisekedi de la modifier, peut-être dans le but d'effectuer un 3e mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Pour eux, toute révision de la loi fondamentale actuelle serait considérée comme un acte de haute trahison envers la nation. Ce sont des visages bien connus de l'opposition congolaise et de la société civile, dont Ados Ndombasi de Alternative 2028, Délice Sanga du parti Envol, Alain Bouloudjoa ou encore Jean-Claude Katende qui ont décidé de marcher ensemble pour stopper tout projet constitutionnel. Ils l'ont exprimé dans une déclaration. Congolaises, Congolais, la même patrie, la République démocratique du Congo, vous appelle au sursaut national contre la dictature de Félix Tshisekedi. En annonçant le 23 octobre 2024, depuis Kisangani, sa volonté de changer la Constitution, Félix Tshisekedi a manqué à son devoir et montré son mépris de l'intérêt général dans la conduite des affaires de l'État. Nous vous invitons dès aujourd'hui, Congolaises et Congolais, à venir très massivement au meeting du 16 décembre 2024 en mémoire du référendum constitutionnel tenu du 18 au 19 décembre 2005 pour réaffirmer notre attachement à la Constitution du 18 février 2006. Avec des messages bien clairs arborés dans cette salle tels que « Touche pas à ma Constitution », cette nouvelle plateforme dénommée Sursaut National projette déjà un grand meeting le 16 décembre prochain en mémoire du référendum constitutionnel. Les gens ont tendance à oublier que cette constitution est passée par référendum, contrairement à ce que prétend le pouvoir en place. Le 18 et 19 prochain, ce sera l'anniversaire justement de ce référendum. Et donc, nous nous retrouvons un jour avant pour dire au peuple que cette constitution doit être protégée pour le bien de notre pays, pour sa stabilité et la cohésion nationale. C'est parti pour des grandes actions de terrain. Opposition, société civile et mouvements citoyens promettent de tout mettre en œuvre pour protéger la loi fondamentale de la RDC. Le parti cher à Jean-Marc Kaboun d'Alliance pour le changement a tenu un meeting devant son siège à Limité. Les militants du parti s'y sont opposés au projet de la révision de la Constitution et ont exigé la libération de leur leader. La première ministre Judith Suminwa Tuluka était au chapiteau du Pullman de Kinshasa où près de 500 femmes de divers secteurs de la vie nationale étaient en face d'elle. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la première édition de l'Agora de la femme congolaise tenue en marge du lancement des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre sous les thèmes réflexion stratégique sur la bonne gouvernance et l'émergence socio-économique du pays. Ces femmes proviennent des différentes couches sociales de la République démocratique du Congo. Autour de la première ministre, c'est samedi 9 novembre 2024, au chapiteau de Pullman Hotel à Kinshasa, à l'occasion de cette première édition d'Agora, il était question de réfléchir de manière stratégique sur la bonne gouvernance et l'émergence socio-économique du pays de Lumumba. Avant d'accorder la parole à ses invités, selon leurs différentes catégories, Judith Suminwa Tuluka a témoigné tout son sentiment de gratitude envers le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, et à toutes les femmes qui ont soutenu celle qui est devenue aujourd'hui la première femme, première ministre de la République démocratique du Congo. Et donc merci à toutes celles qui m'ont soutenu, mais en fait elles ne m'ont pas soutenu moi, mais qui ont soutenu la femme, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il faut qu'on sorte de tous ces stéréotypes en pensant que la femme ne peut être réduite qu'à un tout petit rôle alors qu'elle a sa place autant que les hommes. Tour à tour, ces femmes ont proposé plusieurs pistes afin de mettre fin aux différents maux qui freinent l'émergence de la femme et sa participation à celle du pays. C'est entre autres le manque de financement à la recherche scientifique pour les femmes professeurs, pas de soins de santé appropriés, pas de mécanismes de justice transitionnelle pour lutter contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre, ni une prise en charge holistique des survivantes de ces violences, ou encore une loi électorale
qui ne favorise pas la participation massive des femmes aux élections. Province, être dans cette grande assise et voir que toutes les sommités de femmes se sont réunies pour réfléchir de la situation des femmes, comment elle peut sortir de sa place ordinaire et être utile dans la société. Et la fois prochaine, la demande est que les femmes aussi de la province puissent venir pour qu'on puisse réfléchir globalement. C'est important qu'on puisse réfléchir à fond sur les conditions de travail de cette femme. Ça, c'est vraiment notre souci. Et c'est de voir aujourd'hui la question de l'exode rural des jeunes qui vide les milieux ruraux de la force motrice et qui fait que maintenant toute la charge de la production revient sur la femme. La première ministre s'est engagée à promouvoir un leadership participatif incluant les femmes. Elle a affirmé que son gouvernement prend en compte tous ces enjeux et mettra en place des solutions durables. Avant de quitter les chapiteaux, ces femmes ont remis des dons et présents à Judith Soumino Tuluka. Après le naufrage de Lukeni à Maïndombe, la ministre des Affaires sociales Nathalie Aziza Mounana a dépêché une délégation dans la province pour assister les sinistrés. Toutes les familles victimes ont reçu des dons en vivres et non-vivres. Prise par d'autres catastrophes humanitaires et soucieuse de la province de Maïndombe, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a dépêché une forte délégation dans la province dans le but d'apporter une assistance humanitaire aux familles éprouvées et aux rescapés du naufrage survenu au large de la rivière Lukeni dans le village Mazoko, territoire des Koutou. La délégation composée de l'ambassadrice humanitaire Mami Munga Wanyasa, de Jacques Kouyangana, conseiller de la ministre des Affaires sociales en charge de la coopération et action humanitaire. On compte également dans ses rangs l'émissaire de l'ambassade des Émirats arabes unis à Kinshasa, Kisesa Amadi, partenaire du ministère. Aussitôt arrivé à Bokoro, la délégation va prendre la direction de la commune rurale de Tolo, où 154 rescapés, 36 décès confirmés et 47 disparus ont été sensibilisés. Les sinistrés de Tolo sont les premiers à bénéficier de l'assistance apportée par l'équipe déléguée par Nathalie Aziza Mounana. Le dynamisme et la vision de Nathalie Aziza Mounana fait parler d'elle au village Likwangola, où certaines victimes étaient mobilisées. Chacune d'entre elles va recevoir son enveloppe avec l'assistance des autorités locales. Merci pour nous, la France sociale, merci à nous, parce que Et le représentant du gouverneur de Maïndombe n'a pas manqué de rendre hommage. L'émissaire des Émirats arabes unis a remis des symboles aux autorités locales, notamment aux représentants de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Nathalie Aziza Mounana, signe d'amitié, de bonnes relations entre les deux pays. Une manière pour le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale de remercier l'émissaire des Émirats arabes unis pour la promptitude avec laquelle elle a répondu aux cris de détresse de la population de Maïndombe. Ce geste s'inscrit dans la vision du gouvernement Judith Soumino et sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une réunion stratégique s'est tenue hier samedi à Hilton Hotel de Kinshasa, où les membres de la plateforme de Fifi Masuka étaient réunis en vue de dissiper des malentendus entre ses membres. Après échange, ces députés et sénateurs ont réaffirmé leur soutien à la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, qui ne cesse d'accompagner la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. C'est au salon Lualaba de Hilton Hotel de Kinshasa que les honorables députés et sénateurs de la plateforme politique Fifi Masuka Saini se sont donné rendez-vous autour de son autorité morale. C'est samedi 9 novembre 2024. Une rencontre qui intervient en vue de dissiper certains malentendus pour dire les linges sales et lave en famille, fait inhérent à toute société moderne. Comme sous un arbre à palabres, l'autorité morale a voulu écouter les doléances de tous ces 26 députés et 7 sénateurs. En bonne mère, elle leur a demandé de rejoindre la voie de l'unité, telle que le veut le président Félix-Antoine Tshisekedi. Chaque fois quand l'autorité morale de la plateforme est à Kinshasa, elle a réuni
les députés nationaux. Alors aujourd'hui, elle a encore fait la même chose. Et les sénateurs, on était ensemble, donc les députés nationaux et les sénateurs, nous étions réunis autour d'elle pour regarder notre passé, le présent et notre avenir ensemble. Donc, il était très important d'écouter l'autorité morale, de recevoir les orientations d'elle et par sa sagesse, nous avons reçu beaucoup d'orientations par rapport à l'avenir de notre plateforme qui est unie, qui est soudée. Fifi Masukaseini voudrait se rassurer que sa plateforme reste une et indivisible pour un appui efficace au président de la République. Nous disons merci à Dieu, merci au président de la République qui a placé aussi son regard dans ce regroupement, dans notre plateforme. Nous allons continuer à suivre ce qu'il nous donne comme instruction, à suivre sa vision. Pour suivre la vision du chef de l'État, il faut l'unité. Aujourd'hui, ce corps de l'Union sacrée qui avait quelques problèmes de santé vient d'avoir une très bonne santé. Et nous disons merci à chacun de nous qui a su se surpasser pour que nous puissions être ensemble, pour que nous puissions discuter et pour que nous puissions ouvrir nos cœurs, sortir tout ce qui nous faisait mal. Nous avons essayé de soigner tout ce que nous avions comme blessure et c'est pour cela que nous avons dit encore merci. Merci à cette sagesse, merci à ce qui nous a réunis, qui continuera toujours à nous réunir autour du chef de l'État afin que sa vision puisse avoir beaucoup plus d'éclat et que ce Congo que nous sommes en train tous de servir puisse changer de visage. Après cette réunion, la délégation des députés et sénateurs de 3 regroupements qui constituent la plateforme Fifi Masukaseini s'est dirigée au siège de l'Union sacrée de la Nation où les attendait le professeur Mbata Betou, le secrétaire permanent qui a félicité l'initiative de cette plateforme politique en mettant terme à cet écran de fumée qui, ailleurs, a du mal à se réparer plus tôt. Ce sont des plateformes, ce sont des regroupements sur lesquels notre chef compte beaucoup. Rangé dans la vision de son autorité morale, des insignes de la plateforme Union sacrée de la Nation ont été remis aux députés et sénateurs des regroupements AN, A24 et A25. Ce qui prouve la maturité politique de cette jeune plateforme conduite par la Jeanne d'Arc Fifi Masukaseini, un modèle politique en République démocratique du Congo. Projet d'infrastructure routière à Kinshasa, l'opacité continue tient. Sur les derniers rapports enquête du CREFDL, le Centre de recherche en finances publiques et développement local sur la mise en œuvre des projets d'infrastructure routière dans la ville de Kinshasa. Les documents couvrent la période de 2021 à 2023 et a concerné 27 artères de la capitale. Mais gestion, manque de clarté dans les projets. Mauvaise exécution, ce sont les quelques qualificatifs de 2 projets en examen, dont les Tchilégelou et le projet Zéro Trou. C'est un rapport qui vient éclabousser les 2 grands projets dans lesquels les Kinois avaient mis grands espoirs, les programmes Tchilégelou et Zéro Trou. Ils ont été portés par la haute hiérarchie du pays et ont été présentés comme la solution pour la modernisation de la voirie de Kinshasa. Seulement, les routes de la capitale sont toujours impraticables malgré les millions de dollars décaissés. Le rapport du CREFDL fait des graves révélations, des projets faits hors cadre budgétaire, mal ficelés, gérés de manière opaque et ne respectant aucun cahier des charges. Tenez, pour Tchilégelou par exemple, 40 millions de dollars ont été déjà payés et 22,3 millions de dollars pour le projet Zéro Trou, des fonds non retraçables. CREFDL a noté avec inquiétude l'insertion dans le projet des tronçons ou avenues qui n'existent pas, le cas de Chilombo et Lunyonzo, supposés dans la commune de Matete, qui ont été financés
respectivement à hauteur de 1,7 million de dollars et 1,3 million de dollars, soit un total de 3 millions de dollars selon les habitants de Matete, Chilombo, est un arrêt de bus et l'Union-Zo est le nom d'un hôpital. L'enquête a dénoncé aussi la double attribution d'un même marché à 2 prestataires, le cas de l'avenue Chaba qui a été attribué à l'entreprise ABC et ensuite à Crexet. D'un autre côté, le rapport a indexé l'O3 par le ministre des ITP d'une rétrocession de 2% pour chaque projet d'infrastructure. Les Crefdel a recommandé à la première ministre de mettre un terme à ça. Le rapport dénonce également le conflit d'intérêts et abus de pouvoir dans le chef de l'OVD. Ce dernier étant le maître d'ouvrage délégué, effectue en même temps les études, les valide et attribue les marchés sans l'autorisation du Parlement et leur inscription dans la loi de finances de l'année. Des éléments dont devrait se servir l'actuel gouvernement national et provincial pour donner un semblant de développement à la capitale. Dans les restes du continent, c'est dimanche 10 novembre, 1 million d'électeurs mauriciens sont appelés à désigner 62 de 70 députés de l'Assemblée de l'île. Les 8 autres seront nommés. Le scrutin intervient à la suite de la dissolution du Parlement, décidée par le Premier ministre Pravin Junod en début du mois d'octobre. En fonction depuis 2017, celui-ci espère obtenir à nouveau une majorité avec sa coalition, l'Alliance du Peuple, mais il a face à lui une autre coalition menée par un autre ancien Premier ministre, Navid Raghoulam. C'est dimanche 10 novembre 2024, 2 grandes figures de la politique mauricienne vont devoir s'affronter dans des élections législatives anticipées, alors que, pendant ce temps, la coalition L'Union de Réforme cherche à devenir 3e force politique de l'île Maurice. Après 1 mois et demi de campagne électorale, chaque candidat de ces scrutins s'était engagé à convaincre ses électeurs en dépit des troubles par une affaire d'écoute téléphonique et la diffusion d'enregistrements des personnalités politiques et médiatiques. Il s'agit tout d'abord d'un extrait d'une conversation compromettante attribuée à un haut responsable de la police en train de donner des instructions pour maquiller un décès. Les autorités du pays ont dénoncé des manipulations de l'intelligence artificielle. D'après Africa Center for Strategic Study, une institution universitaire, le Premier ministre sortant peut exposer la stabilité et la bonne gouvernance. Des éléments qui font de l'île Maurice une destination populaire pour des investissements financiers. Pendant ce temps, lorsque le gouvernement britannique a accepté de céder à l'île Maurice la souveraineté des îles Chagos le mois dernier, l'image du Premier ministre sortant a été également redorée. L'île Maurice revendique l'archipel comme son territoire depuis plus de 50 ans. Entre-temps, l'ONG Women Rights Watch manifeste ses inquiétudes sur la décision du gouvernement qui avait suspendu les réseaux sociaux durant plusieurs heures entre le vendredi 1er et samedi 2 novembre dernier. Pour cette organisation, si plus tôt les réseaux sociaux ont été finalement rétablis, il y a tout de même la nécessité de garantir les électeurs l'accès libre à l'information tout en exigeant aux dirigeants de l'île Maurice d'ouvrir des enquêtes afin d'éclairer la lanterne quant aux révélations des enregistrements. Prenons le rappel des titres à présent. États généraux de la justice, l'inspecteur général de l'inspection générale des finances a appelé à la fin de l'immunité de membres du gouvernement. Révision constitutionnelle, la contestation ne fait que monter contre ce projet. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Les élections législatives à l'île Maurice se déroulent ce dimanche sous surveillance policière dans les bureaux de vote alors que l'opposition met en garde contre un risque de fraude dans l'archipel de l'océan Indien, généralement considéré comme l'une des démocraties les plus stables d'Afrique. C'en est complètement fini avec ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.